Hier soir, le dimanche 7 juillet, le Rassemblement national, parti français d'extrême droite, a frôlé le pouvoir, détrôné au dernier moment par une alliance de la gauche. Mais tout de même, avec 9 millions de votes, il réalise un score historique qui force au questionnement. Est-ce que c'est le retour de l'extrême droite en Occident? Ce soir, tout commence. En Italie, Thousands of migrants allowed to enter without permission, undercutting the salaries of our own workers, and in many instances engaging in crime. En Hongrie, Hungarian people decided they don't want migration, so we have actually built that wall. en Argentine, We're here to tell you that collectivist experiments are never the solution to the problems that afflict the citizens of the world. Rather, they are the root cause. aux États-Unis, He opened the borders. Nobody's ever seen anything like. And we have to get a lot of these people out, and we have to get them out fast because they're going to destroy our country. aux quatre coins de la planète, la même rhétorique se répand comme une traînée de poudre. Même si tous ne sont pas d'extrême droite, tous réutilisent les mêmes slogans. Tous blâment un même bouc émissaire. Et ici, au Québec, Il faut absolument réduire rapidement le nombre d'immigrants temporaires au Québec. On les déménage, même ceux qui sont déjà là. Comme Premier ministre, je réduirais drastiquement la politique d'immigration de la France. en ce lundi 8 juillet 2024, l'heure est grave. L'extrême droite et ceux qui s'en inspirent ont su instrumentaliser l'insécurité et la détresse des gens en déformant la réalité. Dans mon enquête, je me suis vite rendu compte de la mécanique de l'extrême droite. Exagérer les phénomènes migratoires, fabriquer des chiffres qui n'existent pas, répéter des arguments malhonnêtes, exercer mille et une contradictions, n'avoir aucune vraie solution à proposer et propager la haine et la violence. Aujourd'hui, je vais vous démontrer, fait à l'appui, à quel point cette mouvance ne s'appuie sur aucune donnée réelle, sauf peut-être sur un sentiment, la peur des gens. Commençons avec le Québec. L'immigration massive, là, c'est le gouvernement Trudeau qui a créé cet immense problème. Le gouvernement de François Legault n'est pas d'extrême droite. Pourtant, depuis quelque temps, il joue au même jeu rhétorique. Si demain matin, on n'avait pas ces 270 000, il n'y en aurait plus de crise du logement. Le premier ministre a dit à plusieurs reprises que 100% des problèmes du logement au Québec étaient liés à la hausse du nombre d'immigrants temporaires. C'est faux. Voici 9 facteurs qui expliquent la crise du logement. On va y revenir. Toujours en immigration, François Legault annonce le 29 juin dernier diminuer de moitié le nombre de dossiers traités en regroupement familial. Ce que ça veut dire, il sera encore plus difficile de faire venir un membre de la famille de l'étranger. Au Québec, c'est 34 mois d'attente en moyenne. Dans les autres provinces canadiennes, c'est 10 mois. Et maintenant, ce que François Legault nous dit, c'est que ça pourra aller jusqu'à 68 mois d'attente pour réunir des familles. La même mesure se trouve dans le programme du Rassemblement national en France. Y a-t-il vraiment un flux incontrôlable d'immigrants au Québec? Non. Allons dans les chiffres. En 2023, il y a 217 000 nouveaux arrivants au Québec. C'est effectivement plus que les années précédentes, sauf que quand on regarde les chiffres, on se rend compte que le nombre d'immigrants permanents est de 52 000 personnes, exactement dans la même lignée que depuis 15 ans. Les chiffres qui montent, ce sont les immigrants temporaires. 174 000 personnes en 2023, en 3 catégories principales. 42% sont des travailleurs étrangers temporaires, 13% sont des étudiants internationaux et 32% sont des demandeurs d'asile. Il faut définir ces catégories parce que c'est très important pour la suite. Travailleurs étrangers temporaires. Donc, la plus grande catégorie, comme leur nom l'indique, ils viennent en tant que main-d'œuvre qualifiée pour un contrat de travail avec une durée déterminée. Le Québec en a besoin. Le gouvernement Legault a d'ailleurs fait des grands efforts depuis quelques années pour en recruter. Dans les 5 dernières années, le ministère de l'Immigration a mené plus de 60 missions d'embauche à l'international pour recruter des milliers de travailleurs étrangers. Le ministère a dépensé 1,4 million de dollars pour des campagnes promotionnelles du Québec à l'étranger. Le gouvernement Legault a même négocié avec le fédéral pour qu'il y ait une hausse du plafond d'employés étrangers dans les entreprises
passant de 10 à 20 %. Avec ces différentes mesures, le nombre d'embauches de travailleurs étrangers temporaires a explosé au Québec, passant de 7 000 en 2017 à 59 000 l'année dernière. Et c'est une bonne chose. Mais entendez-moi bien, on peut pas d'un côté inviter les gens à venir travailler au Québec et de l'autre les blâmer d'être ici et leur faire porter le chapeau de toutes les crises. Vous allez voir d'ailleurs que la démonstration que je viens de faire, c'est un thème récurrent chez l'extrême droite. Donc, la deuxième catégorie d'immigrants temporaires au Québec, ce sont les étudiants internationaux qui viennent pour compléter leurs études, c'est assez clair. Et finalement, il y a les demandeurs d'asile. Ce sont des gens qui ont fui leur pays parce que leur vie était en danger et qui revendiquent le statut de réfugié. D'abord, il faut dire que celles et ceux qui demandent l'asile, avant d'être des statistiques, sont des êtres humains qui vivent un long processus ardu et confrontant, qui n'ont souvent pas d'autre choix que de tout laisser derrière, leur famille, leurs proches, leurs repères, leur culture, pour fuir l'oppression, la violence et la dictature. En 2023, selon l'analyse de la presse, il y a 50 000 demandes d'asile au Québec. Un tribunal indépendant analyse leur dossier et détermine si la personne court un risque en retournant dans son pays. Puis, après généralement 2 ans, la personne a sa réponse, soit elle obtient le statut de réfugié, soit elle retourne dans son pays. En 2023, c'est 5 435 réfugiés qui sont admis au Québec sur une population de 9 millions. Je vous rappelle que M. Legault leur attribue 100% de la crise du logement. On le voit bien ici, d'un côté, il y a la rhétorique de la peur et de l'autre, la réalité. D'ailleurs, parlons-en de la crise du logement. Imaginons que vous démarrez une partie de Monopoly, vous êtes prêt à brasser les dés, fébrile, sauf que très vite, vous vous rendez compte que toutes les cases sont déjà prises par des maisons et des hôtels qui ont été placés là bien avant que vous arriviez. L'offre est donc plus que restreinte et la demande est énorme. Vous attendez de jouer en même temps que des milliers d'autres pions. Parmi vous, au Québec, il y a 6% d'immigrants temporaires, un pion sur 17, qui, selon François Legault, sont responsables de 100% de la crise du logement. On va vite montrer que c'est faux. Donc, vous brassez les dés, vous ne tombez pas sur la case chance, vous tombez sur Montréal. Vous n'avez pas les moyens d'acheter, donc vous devenez locataire. Le problème, c'est que les loyers sont salés. En 2016, le loyer moyen d'un appartement de 2 chambres à Montréal était de 791 $. En 2023, c'est 1310 $. Une augmentation de 65% en 7 ans. Vous allez me dire, oui, mais les revenus ont suivi. Ben, en 2016, le revenu moyen d'un ménage au Québec, c'était 70 000 $. En 2023, c'était 87 000 $, une augmentation de 23%. Les loyers augmentent de 65%, les revenus augmentent de 23%. Voyez-vous le problème? Vous pouvez blâmer le pion sur 17 qui est immigrant temporaire ou vous pouvez identifier les vraies causes. Facteur 1, l'offre est insuffisante. Pour revenir à des logements abordables comme au début des années 2000, la Société canadienne d'hypothèques et de logement estime qu'il faudrait construire 1,2 million de nouveaux logements d'ici 2030. Ça va sans dire qu'on est loin du compte, avec en moyenne 55 000 mises en chantier par année au Québec. Il faudrait plus que tripler ce nombre. Facteur 2, le type de logement construit. Mais même si on se contente de 55 000 nouveaux logements par année, en ce moment au Québec, la plupart des nouveaux projets sont concentrés dans le marché du luxe, notamment des condos locatifs, donc absolument pas pour des locataires ou des premiers acheteurs. L'Association de la construction du Québec nous dit, comme le coût des nouvelles constructions est devenu exorbitant, seuls des projets privés de grande envergure, parfois s'élevant à des millions de dollars par unité, sont en cours de construction. Cette petite maison représente le 3% de logements sociaux en ce moment à Montréal. Il faut investir massivement dans le logement abordable, c'est peut-être la plus grande solution à la crise du logement. Facteur 3, l'inflation. Le coût des matériaux explose. En une année, de 2021 à 2022, le coût moyen de construction d'une maison au Canada a augmenté de 22,6%. La main-d'œuvre aussi coûte plus cher, ce qui motive d'autant plus les promoteurs à investir dans des projets de luxe, comme on a dit. C'est pour eux la seule façon d'être rentable. Facteur 4, la bureaucratie. Imaginez lire les règles pendant 3 à 4 heures avant de commencer à jouer au Monopoly. Bien souvent, les chantiers doivent attendre 3 à 4 ans juste pour pouvoir démarrer. En ce moment, au Québec, il y a plus de 7000 logements sociaux en attente de financement et d'approbation, certains depuis 8 ou 10 ans. Facteur 5, l'absence de plan national. Depuis les années 80, au Canada, il y a un grand manque d'investissement public dans le logement. Aujourd'hui, on en voit les conséquences.
il faut un plan coordonné à l'échelle nationale. Facteur 6, la location de courte durée. L'arrivée des plateformes comme Airbnb a contribué à retirer une partie de l'offre du marché. En février 2023, 29 000 logements étaient offerts sur Airbnb au Québec. Facteur 7, la hausse des inégalités. La hausse des revenus des plus riches leur permet d'acheter des propriétés toujours plus chères, ce qui se répercute sur l'ensemble du marché. Ces familles aisées transmettent éventuellement leur dollar Monopoly à leurs enfants, soit grâce à l'héritage, soit en contribuant à la mise de fonds d'un premier logement, ce qui fait encore une fois augmenter les prix du marché. Facteur 8, la fiscalité. Au niveau fiscal, le Canada est particulièrement généreux avec les propriétaires. Je pourrais citer une multitude de mesures avantageuses comme l'exemption de la taxe sur le gain en capital sur la résidence principale. Juste avec cette exemption, le gouvernement se prive de milliards de dollars. Des milliards de dollars qui pourraient être réinvestis, par exemple dans la construction de logements sociaux. Facteur 9, la transformation du marché immobilier en marché d'investissement. De plus en plus d'investisseurs utilisent le logement comme produit d'investissement et de spéculation. On joue à la bourse avec ce qui devrait être un droit fondamental. Et après, on s'étonne de voir les prix exploser. Donc, l'immigration est-elle responsable de la crise du logement? Non, l'immigration est un facteur parmi beaucoup d'autres qui génère une demande dans un système où l'offre est plus qu'insuffisante. Parlons maintenant de la France. Le Rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. Le Rassemblement national a connu une progression exponentielle dans les dernières années. Aujourd'hui, on le doit notamment à un jeune leader politique, Jordan Bardella. Je supprimerai le droit du sol pour envoyer un message de fermeté. Dans son programme, il annonce supprimer le droit du sol. C'est une règle universelle de droit qui existe depuis 200 ans et qui dit une chose très simple. Quand un enfant naît sur un territoire, il obtient la nationalité de ce territoire. Le biologiste Jared Diamond a calculé que si on remettait en question le droit du sol depuis 1850, 60% des Américains, 80% des Argentins, 25% des Britanniques et 25% des Français n'auraient plus de nationalité. Le comble, Jordan Bardella, qui a 3 quarts de racines italiennes, perdrait lui aussi sa nationalité française. Le Rassemblement national parle dans son programme de mettre en place une législation visant les idéologies islamistes, véritables menaces totalitaires des temps modernes, privatiser l'audiovisuel public, défendre la qualité de vie des Français en refusant toute écologie punitive. On recule sur tous les domaines. Mais ce qui frappe, c'est que c'est un programme particulièrement vide. Aucune vraie proposition, rien n'est chiffré, rien n'est détaillé. Une fois confronté à la réalité, on le voit bien, l'extrême droite perd ses grands slogans. Mais allons dans les faits. Y a-t-il vraiment une immigration massive et incontrôlée en France? En 2023, l'INSEE estime qu'il y a 183 000 nouveaux immigrants en France, ce qui donne au total 4,5 millions de personnes sur le territoire qui n'ont pas la nationalité française, environ 7% de la population totale. Le flux migratoire est stable en France depuis 2006, avec une légère hausse en 2022, incluant notamment des réfugiés de l'Ukraine et de la Russie. Ce flux migratoire, il est nécessaire. Et avant même de parler des raisons humanitaires, on peut revenir aux raisons économiques. La population française vieillit. 21,5% de la population a 65 ans ou plus. Et si la tendance se maintient, près d'une personne sur 3 aurait plus de 65 ans en 2070. Regardez ce qui se passe avec la réforme des retraites. Pour faire rouler un pays, il faut des gens qui travaillent. Les hommes immigrants travaillent plus en moyenne que les hommes non immigrants en France. 80% sont actifs versus 76% pour les non-immigrants. Chez les femmes, le portrait est un peu différent. 62% des femmes immigrantes sont actives contre 72% chez les femmes non-immigrantes. Dans tous les cas, on voit bien une chose. La population immigrante travaille bel et bien sur le territoire. Soyons bien clairs ici, là. Un des réflexes de l'extrême droite, c'est d'accuser les immigrants de créer une pression sur la société. Une pression sur les institutions, sur les services publics, l'économie. Leur programme conduirait à une saturation de la France, de ses services publics, de ses logements sociaux, et à des souffrances inouïes pour le peuple français. En réalité, à moyen et à long terme, c'est tout le contraire. Sans l'immigration, nos sociétés vont peu à peu se renfermer et imploser, incapables de soutenir le système de croissance qui est le nôtre depuis le 20e siècle. La politique économique du 21e siècle, ça doit être la politique de l'ouverture et de l'accueil
ou bien ce sera celle du déclin. C'est d'ailleurs ce que l'Italie et la Hongrie ont constaté dernièrement. La première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, a accédé au pouvoir il y a 1 an et demi sur un fort discours anti-migrant. La frontiera de nuestras naciones y de Europa stanno siendo attaccadas. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genere LGBT, cittadini X. Une fois au gouvernement, elle a finalement choisi d'accorder 450 000 titres de séjour à des travailleurs étrangers du jamais vu. Pourquoi? Parce que comme beaucoup de pays occidentaux, l'Italie fait face à un déclin démographique. Il y aura bientôt un travailleur pour un retraité. L'immigration est donc une des seules solutions. Même les gouvernements d'extrême droite sont forcés de l'admettre. Le premier ministre de la Hongrie, Viktor Orbán, a lui aussi mené une vaste propagande contre l'immigration. En 2015, il affichait sur des panneaux d'autoroute « Si vous venez en Hongrie, vous ne pouvez pas prendre le travail d'un Hongrois ». Quelques années plus tard, il accueillait un nombre record de plus de 120 000 travailleurs étrangers entre 2018 et 2019. Pourquoi? Parce que la population de la Hongrie diminue depuis les années 1980 et qu'il faut de la main-d'œuvre. Encore une fois, il y a la rhétorique électorale d'un côté et la réalité de l'autre. Parlons des États-Unis. Maintenant, l'ex-président américain Donald Trump, qui fait campagne pour une réélection cette année, ne lésine pas sur la rhétorique anti-immigration. People are coming in and they're killing our citizens at a level that we've never seen. We call it migrant crime. Les données officielles montrent que les immigrants commettent en moyenne moins de crimes que les Américains nés aux États-Unis. Une étude de l'Université Northwestern de l'Illinois nous dit même que les immigrants aujourd'hui sont 60% moins susceptibles d'être incarcérés que les personnes nées aux États-Unis. Largest border invasion in world history. Probably 17, 18 million people by now have entered our country illegally. C'est faux. Selon les données officielles des autorités américaines, 3,2 millions d'immigrants illégaux sont entrés aux États-Unis entre 2021 et 2024. Si on ajoute les 1,8 millions de personnes estimées qui échappent aux autorités, ça donne environ 5 millions d'immigrants irréguliers en 4 ans, dont une partie seront jugés et renvoyés dans leur pays d'origine. Et s'il reste, c'est parce qu'un tribunal leur aura accordé le statut de réfugiés. Leur vie était bel et bien menacée. La rhétorique de la peur d'un côté, la réalité de l'autre. Mais vous voulez parler des réfugiés? Parfait. Allons à la source. Il y a bel et bien une crise migratoire qui s'opère autour du monde et dont on commence à voir les effets. On peut d'abord l'appeler la crise des réfugiés parce que ce sont globalement des êtres humains qui fuient la terreur. Quelles sont les sources de cette crise? D'abord, le dérèglement du climat. Des gens sont déjà forcés de quitter leur maison parce que le climat n'est plus viable. On peut citer la grande sécheresse qui s'est abattue sur la Syrie, la désertification du Darfour, les terribles famines en Afrique centrale, l'érosion des terres en Inde et au Bangladesh, la montée des eaux au Panama. Ça crée une première vague de réfugiés climatiques. Ensuite, et surtout, il faut remonter encore plus loin. Le très grand intellectuel Noam Chomsky a beaucoup théorisé l'origine du chaos autour du monde. Dans son livre « L'optimisme contre le désespoir », il nous dit « La situation des réfugiés s'explique par des facteurs historiques. Il y a des siècles que l'Europe torture l'Afrique, ou pour le dire moins durement, l'exploite pour assurer son propre développement. » Prenons l'exemple de la Belgique, qui, comme beaucoup de pays européens, se tourne de plus en plus vers l'extrême droite et le rejet de l'immigration. Il y avait récemment jusqu'à 27% d'intention de vote pour le parti Intérêt flamand d'extrême droite. La richesse de la Belgique découle en grande partie de son exploitation ultra-violente du Congo pendant près de 100 ans. En 1960, le Congo finit par gagner son indépendance. Avec toutes ces richesses, le pays aurait pu devenir prospère et développé. Il avait au départ un leader pacifique et visionnaire qui était Patrice Lumumba. Il est assassiné par les Belges et la CIA 1 an après l'indépendance. Il le remplace au pouvoir par Joseph Désiré Mobutu, violent dictateur qui fera régner la terreur et la corruption pendant 32 ans au Congo. Encore aujourd'hui, le chaos et la guerre civile règnent au Congo. Les victimes se comptent par centaines de milliers, voire par millions. Aujourd'hui, des milices armées collaborent avec des multinationales occidentales qui ont besoin de minéraux pour fabriquer nos téléphones portables. Cet exemple atroce, il est malheureusement loin d'être isolé en Afrique. Aujourd'hui, les êtres humains qui cherchent refuge en Europe ou en Amérique le font précisément parce que le chaos est insoutenable dans leur région. Un chaos, une violence
qui trop souvent a été manufacturé par l'Occident. En France et aux États-Unis, on joue beaucoup sur la peur de l'islam. Encore une fois, il faut revenir aux sources. Le grand analyste du Moyen-Orient, Graham Fuller, nous dit « Je crois que les États-Unis sont un des principaux créateurs de l'État islamique. » Bien sûr, Washington n'a pas planifié sa formation, mais ses interventions dévastatrices au Moyen-Orient et la guerre d'Irak sont les causes majeures de l'avènement de l'État islamique. N'oublions pas que les premières actions de ce groupe visaient à protester contre l'invasion américaine en Irak. La violence engendre de la violence. La violence historique occidentale engendre de la violence autour du monde, ce qui engendre une crise des réfugiés, qui engendre à nouveau de la peur et de la violence en Occident. C'est le terrible cercle vicieux de la haine. On peut briser ce cycle en faisant preuve d'humanité. Kenneth Roth, directeur général de Human Rights Watch, affirme que cette marée humaine des réfugiés est une goutte d'eau dans l'océan. Vu sa richesse et son niveau de développement économique, il est difficile de croire que l'Union européenne n'a pas les moyens d'accueillir ces nouveaux venus, en particulier si l'on songe à ceux de ses membres dont la santé économique dépend de l'arrivée d'immigrants. L'histoire occidentale est déchirée par les horreurs de l'impérialisme et du colonialisme. Nous avons, au 21e siècle, une opportunité immense, celle de dénouer les nœuds de la violence. De se tourner vers l'humanité, vers la responsabilité et la solidarité. Je le redis, avant d'être des statistiques, on parle ici d'êtres humains qui ont des familles, des enfants, des rêves, et qui souvent n'ont qu'un seul désir, celui de vivre en sécurité. Bon, on a démontré qu'en France, au Québec et aux États-Unis, il est difficile de parler d'immigration massive incontrôlée, et quand bien même l'immigration augmente, elle est nécessaire pour l'économie et ne saurait être définie comme la source d'une détresse sociétale. Pourtant, vous êtes nombreux à ressentir un malaise. Vous sentez bien que votre vie est affectée depuis quelque temps. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Cette détresse, elle est légitime. Elle est partagée par des millions de personnes autour du monde, mais les causes sont nombreuses et complexes. On ne peut pas pointer un seul bouc émissaire, comme le font trop facilement les politiciens de l'extrême droite. Parmi les vrais facteurs de cette détresse, on peut citer l'inflation, qui a atteint un niveau record en 2022 pour 179 pays autour du monde. C'est notamment l'effet de la pandémie, du ralentissement des chaînes d'approvisionnement et de la hausse du prix du carburant. Ceci dit, l'inflation est déjà en train de retomber à peu près partout autour du monde et on devrait voir bientôt une répercussion sur le coût de la vie qui devrait se stabiliser, même si l'inflation n'explique pas tout. La crise du coût de la vie... En réaction à l'inflation, tout coûte plus cher, comme la facture d'épicerie qui a augmenté de 24 % depuis 2021 au Canada. La crise du logement, comme on a démontré, l'augmentation des inégalités et les limites du capitalisme, les inégalités continuent de se creuser. En 2022, la moitié des Canadiens possédaient 4,8 % de la richesse, tandis que les 1 % les plus riches possédaient 25 % de la richesse. L'accès aux services publics et aux soins de santé, la perte de confiance par rapport au système, l'accès à un travail significatif, l'isolement. C'est la grande épidémie du 21e siècle, surtout dans les grandes villes, et amplifiée par une fausse impression de proximité avec les réseaux sociaux. La crise climatique, la guerre et plusieurs autres facteurs qui se mélangent dans une profonde émotion d'impuissance. Pour répondre à cette impuissance, il n'existe pas de raccourci. Chacun des facteurs qu'on a évoqués vient avec une panoplie de solutions complexes mais possibles. Quand on lui demande quel est son livre de chevet, Jordan Bardella répond « Je dirais l'étranger d'Albert Camus ». Très bien, alors suivons les mots d'Albert Camus. Nous sommes en droit de dire que toute révolte qui détruit cette solidarité perd le nom de révolte et coïncide avec un consentement meurtrier. Il n'y a pas de révolte sans solidarité humaine. Les idéologies d'extrême droite ne sont pas des révoltes. Elles sont prévisibles, dépassées, vides de sens, elles n'apportent rien. Elles ne construisent rien. Elles ne font que surfer sur la peur, la haine et la rhétorique. Camus a lutté toute sa vie contre les extrêmes, contre les autoritarismes, contre l'injustice. Jordan Bardella ferait peut-être bien de le relayer. L'histoire de notre espèce, l'histoire des civilisations, c'est l'histoire de la mixité humaine. C'est comme ça que la vie prospère. Il faut aller vers l'autre. Il faut aller vers les gens. C'est la seule manière de se révolter.
La révolte est l'amour universel qui refuse la négation de l'homme. Aujourd'hui, face au chaos, face à celles et ceux qui nient les autres, notre devoir en est un d'amour, de courage et de responsabilité. Toutes mes sources seront en description. Prenez soin de vous.